politique social-démocrate comme le Nouveau Parti démocratique s'en prend particulièrement à l'idée que l'on puisse acheter un droit. Ça ne peut pas exister dans une société libre et démocratique qu'on ait des droits accessibles seulement aux plus nantis. J'ajouterais, pour l'avoir vécu pendant des décennies, la circonscription que je représente à l'heure actuelle, Outremont, a le plus grand nombre, le plus haut nombre de langues maternelles de toutes les circonscriptions électorales au Canada. J'ai 135 langues maternelles différentes dans la circonscription. Pourtant, quand je vais dans une soirée, un exemple récent qui m'a frappé, j'étais avec ma femme, puis on entendait des jeunes enfants avec leur costume de leur pays, c'était les 40 ans d'indépendance de Bangladesh. Les enfants parlent un français québécois parfait, sans une trace d'accent. Les parents en sont tellement fiers, parce que c'est un signe de leur réussite d'avoir intégré les enfants. Certaines langues ont de la difficulté à adapter au français, plus que d'autres. Je vois la même chose avec les anglophones des Caraïbes qui sont tellement fiers que leurs enfants parlent parfaitement français. Eux, ils ont eu énormément de difficultés à l'apprendre. Au lieu d'être une source de fierté d'avoir des enfants qui s'intègrent et qui parlent parfaitement français, le fait que tes enfants aillent à l'école française pour des communautés immigrantes va être une source de gêne, parce que ça va être le signal que vous n'avez pas réussi assez bien pour payer le passe-droit pour aller à l'école anglaise. Et ça, socialement, c'est inacceptable, mais le signal que ça envoie est tout aussi dommageable. Ça fait des décennies qu'au Québec, on s'entend sur une chose, que la communauté québécoise d'expression anglaise va avoir ses droits protégés. En fait, moi, là, j'ai 2 enfants qui ont appris le français d'abord à la maison. Notre fils, quand on a déménagé de Québec à Montréal, ne parlait pas un mot d'anglais. Puis on l'a mis à l'école anglaise parce que la communauté anglophone disposait de la liberté de choix. Et depuis 1977, donc avec l'avènement du changement de la Constitution en 1982, on visait à étendre ça au reste du Canada. C'est ce que la Cour suprême dit. La Cour suprême dit, c'est ça qui a été fait. Maintenant, comment la Cour suprême arrive à dire que ça, c'est un compromis? J'arrive pas à le comprendre. En citant M. le juge Bastarache, ils disent que c'est un compromis d'avoir imposé ça au Québec. Alors, comme on le sait, tous les gouvernements du Québec, qu'ils soient fédéralistes ou souverainistes, ont toujours refusé d'avaliser, c'est le cas de le dire parce que c'est en train d'être enfoncé dans la gorge, ils ont refusé d'avaler la Constitution de 82 parce que ça jouait dans le pacte fédératif. Depuis 1867, l'éducation relevait des provinces, et ici, on est en train de changer la donne d'une manière radicale, puis on subit les conséquences encore aujourd'hui. Je vous ai brossé un tableau de quelques interventions que j'ai eu le plaisir de faire dans ma carrière dans le domaine linguistique, et je vais me permettre de vous souligner 2 précédents qui sont le fait de Claude Ryan et donc d'un gouvernement libéral qui peuvent être une grande aide pour cette commission et pour le travail qui reste à faire. Les 2 cas concernaient d'abord les écoles illégales. Alors, pour la petite histoire, dans la foulée de l'adoption de la Charte de la langue française, le 26 août 1977, the Provincial Association of Catholic Teachers et son président Bob Dobie avaient créé un réseau d'écoles clandestines, subventionnées à même les salaires de l'ensemble des profs qui cotisaient. À l'arrivée au pouvoir en décembre 1985, M. Ryan était pris avec la patate chaude. Qu'est-ce que je fais avec les écoles en question? Il a décidé que ce n'était pas juste de pénaliser les étudiants. Il a passé l'éponge dessus. Et il a fait une chose très importante. Et vous regarderez à la fin de la Charte de la langue française, vous trouverez notamment à l'article 208.1, on a ajouté des peines beaucoup plus sévères pour les commissaires scolaires, inaptitude à siéger, inaptitude à se présenter. Il n'y aura plus de jeu autour de ça. Donc, il faut fermer à double tour. Je me permets de suggérer qu'une partie... Le projet de loi 103 propose déjà de hausser les amendes, mais je me permets de suggérer qu'il faut y aller carrément sur les sources de subvention d'une école privée subventionnée qui oserait contrevenir à cette loi-là, c'est-à-dire admettre quelqu'un qui n'est pas admissible ou déclaré admissible, il faudrait carrément leur retirer leur subvention pour s'assurer qu'ils comprennent le message. La loi, c'est la loi, puis la loi qu'on va édicter, on va la respecter.
pour ne pas recréer une situation où on va dire, ce n'est pas juste de pénaliser les étudiants, on ne savait pas, et ainsi de suite, et la roue qui tourne, puis on sera toujours aux prises avec le même problème. Parce qu'il est faux de prétendre que c'est un problème mineur. On est rendu avec des milliers et des milliers d'étudiants qui fréquentent l'école anglaise au Québec sans y avoir droit. Donc, on ne parle plus d'un problème mineur, marginal, on parle d'un problème réel, considérable, qui risque de déstabiliser l'équilibre des mots linguistiques au Québec. C'est à ce point-là important que l'on réalise ce qu'on est en train de faire. Le deuxième événement auquel j'ai assisté, c'était la réponse du gouvernement du Québec à Brown's Shoes. Rappelons pour la petite histoire que lorsque la Cour suprême a statué dans Brown's Shoes qu'il était interdit d'interdire, la première réponse du Québec, avec une règle pour l'intérieur et l'extérieur, avait provoqué la démission de Herbert Marks et de Clifford Lincoln et de Richard French. Et c'est finalement lorsque M. Ryan était responsable de la Charte et qu'on a eu une décision des Nations unies qui disait « Attention, vous êtes en train d'interdire l'ajout d'une autre langue, vous ne pouvez pas jouer là-dedans », qu'il a été décidé que le patient allait être remis sur la table d'opération. J'ai fait partie du groupe de travail constitué par M. Ryan. Jeffrey Kelly était là. John Parizella en a parlé publiquement depuis. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était de donner des exemples où tu étais réputé rencontrer le critère de nettement prépondérant dans la version française, markedly predominant dans la version anglaise. Tu disais que tu es réputé avoir rencontré les critères si tu fais ça 2 fois plus grand et ainsi de suite. Puis M. Ryan a fait quelque chose de très, très courageux et j'invite la ministre de regarder ce précédent historique qu'il a créé. Même si les avocats, et Jean Cossenson, qui était le sous-ministre à la Justice à l'époque, faisait partie du comité, les avocats du gouvernement disaient « La Cour suprême est claire, vous n'avez pas le droit d'interdire l'ajout d'une autre langue. » Moi, j'avais convaincu M. Ryan qu'il pouvait maintenir les panneaux réclames unilingues français le long des autoroutes. Question de préserver le visage français du Québec. Je me souviens d'avoir pris Ludmilla de Fougerolles, alors présidente de la Commission de protection de la langue française, et celui qui est aujourd'hui responsable du secrétariat linguistique. Je les ai pris dans mon auto pour les monter à l'aéroport d'Orval, puis redescendre pour leur montrer tout ce qui allait être perdu, et j'ai gagné mon point. M. Ryan a eu le courage politique to read down la Cour suprême à sa plus simple expression, et c'est, je crois, ce que nous devons faire aujourd'hui. Plutôt que d'avoir une grille d'analyse qui, à mon point de vue, basée sur toute mon expérience, est carrément impossible d'application, il faut regarder les quelques cas, puis j'en donne un exemple ici, puis en échange, on pourra en parler. Il y a quelques cas très précis où les gens peuvent être réputés d'avoir reçu leur éducation en anglais, d'être réputés admissibles. Ça va répondre à la Cour suprême. La Cour suprême a juste dit ceci, et je termine là-dessus, Monsieur le Président. Tout ce que la Cour suprême a dit, c'est que vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, que c'est un non-lieu d'avoir mis les pieds dans une école privée non subventionnée au Québec. Ça, c'est le problème avec lequel on doit transiger. J'ai un ami qui m'a dit que lui-même, 5e génération anglophone au Québec, lui-même a choisi de mettre ses enfants à l'école privée non subventionnée au Québec. Il dit, tu ne peux pas me dire que ça n'existe pas. Dr. Lorrain était pris avec le même problème en 1977 et il a créé la présomption que tu avais été à l'école anglaise, même si tu as fréquenté l'école française, pour éviter le problème des parents anglophones progressistes qui avaient carrément mis leurs enfants à l'école française plutôt qu'en immersion, et ça a réglé le problème. Je termine en vous disant, Monsieur le Président, qu'on est ici pour chercher des solutions, et si cette expérience et ce point de vue-là peuvent aider, on serait ravis. Je vous remercie, M. Mulcair, de nous avoir donné le point de vue du nouveau Parti démocratique.